Salut la Bulls Nation, bienvenue sur French Bulls TV où on va revenir sur ce jeudi de deadline absolument ridicule de notre part parce que force est de constater que le foutage de gueule continue. Euh, on n'a rien fait, comme annoncé. euh, Ça fait plusieurs vidéos que je le dis, il va rien se passer, on va rien modifier, on va pas adresser les problèmes de cette équipe. On est une des deux seules équipes avec les Cavs à ne pas avoir fait le moindre move dans cette deadline. Donc voilà, on va repartir avec cela, hein. Et on n'a quasiment pas été nommé dans des rumeurs à droite et à gauche, à part une avec les Knicks, euh, où on aurait envoyé Zach LaVine et Goran Dragic aux Knicks contre 4 joueurs qui étaient Obi Toppin, Quentin Grimes, Evan Fournier et Derrick Rose, le retour, comme à chaque période de transfert, plus 3 tours de draft au premier tour. Ça n'a pas abouti, apparemment c'est du côté des Knicks, et il y a un des joueurs qui était mis dans la balance qui avait pas l'air trop chaud pour venir, de ce que j'ai cru entendre. Mais voilà, c'est la seule rumeur où les Bulls ont été impliqués. Et comme à chaque fois, il faut que Derrick Rose revienne dans les rumeurs pour revenir à Chicago parce que ça fait, tu vois, ça fait des clics, ça fait parler, etc. Euh, En plus, 2 heures avant la deadline, je dis tiens, pour une fois, on n'a pas eu de rumeur de retour de Derrick Rose. Boum, tiens, regarde. Parce que ouais, à chaque fois on nous l'a fait, donc c'est même plus drôle à force. Mais c'est un trade que j'aurais été curieux de voir aboutir en fonction des pics de draft. Parce que je pense que, mis à part le retour de Derrick Rose, qui sur le plan sentimental, là j'aurais chialé comme un gosse pendant un petit moment. Euh, mais j'étais intrigué par les tours de draft. Et donc, vraisemblablement, on n'a pas les détails, hein, mais vraisemblablement, si on essaie de caler ça, ça aurait été un premier tour 2023 que les Knicks ont via les Mavs, qui est protégé top 10. Donc ce pick va arriver aux Knicks, parce que bon, les Mavs n'ont pas fini avant le top 10 de la draft. Euh, un pick premier tour 2025 et un premier tour 2027, parce qu'évidemment, il faut rappeler qu'on ne peut pas donner des picks de premier tour de draft dans des années qui se suivent. Donc tu ne peux pas faire 2023, 24, 25. Si tu fais 3 picks, c'est 2023, 25, 27. Ou 24, 26, 28, etc. Euh, il y a d'autres premiers tours 2023 pour les Knicks, mais ils sont hyper protégés, protégés loterie ou même top 18 par les Pistons et les Wizards. Donc ils vont pas recevoir ces pics-là cette année. Donc c'était vraisemblablement celui protégé top 10 de la part des Mavs. Donc un pic de draft qui allait probablement être autour de la 20e place. Mais bon, c'était voilà, plus pour l'avenir. Après, je pense que les Bulls aussi se sont dit, je pense qu'on est capable de récupérer mieux, plus pour Zach LaVine. Ce qui s'entend, ce qui peut éventuellement s'entendre, ce qui garde quand même une certaine cote dans la ligue. Mais donc du coup, à part ce move là où on aurait été impliqué, il n'y a pas d'autres rumeurs qui sont sorties, mais après c'est toujours pareil, on ne sait pas tout des discussions, hein, et encore une fois, Karnichova et Vorsley gardent ça bien pour eux, ne donnent aucune info, aucun détail. Donc on se retrouve avec aucun move, zéro. Et c'est un peu ça qui m'emmerde parce que on n'a pas adressé un seul problème de l'équipe en fait. Parce que bon, les dirigeants ont observé cette équipe depuis le début de la saison. On a joué plus de 50 matchs maintenant. Alors oui, il y a toujours le fantôme Lonzo Ball qui traîne au-dessus. Mais Lonzo Ball, il est blessé depuis janvier dernier. Depuis, il y a eu 3 périodes de transfert. Le seul meneur qu'on a signé, c'est Dragic. Donc il faut arrêter un peu de se foutre de la gueule du monde déjà dans un premier temps avec ça. Ça fait plus d'un an donc que Lonzo Ball n'est pas là, qu'on a pu observer cette équipe. Patrick Williams est arrivé est revenu de blessure sur les quelques derniers matchs avant la fin de la saison régulière l'an dernier.
Donc peut-être que tu ne veux pas forcément compter la fin de la saison dernière. Mais cette saison, à part Lonzo Ball, absent tout le temps, il y a eu 2-3 blessures à droite à gauche sur 4-5 matchs, mais il n'y a pas eu. Voilà, Javonte Green, voilà, oui. Mais sinon, c'est ton groupe. Tu sais maintenant ce que vaut ce groupe. Euh, En termes de complémentarité, en termes de défense, d'attaque, de cohésion, d'entente entre les gars, etc. Tu as largement eu le temps d'observer. Tu sais qu'il y a des faiblesses énormes. On le dit tout le temps, toute la saison, on l'a dit dans les vidéos. Pas de 3 points. euh, beaucoup de choses. Des défenses, voilà. Euh, c'est pas toujours. Comment dire. Il y a un problème parce qu'on n'a pas de meneur. Les 3 meilleurs joueurs qui défendent pas. Enfin, on a évoqué tous les problèmes et on n'a rien changé. Et j'ai un peu du mal avec ça parce que ça fait pas très sérieux pour gagner. Sérieux about winning, comme Carney Chavas et Eversley nous l'ont dit plein de fois. Donc ça m'a mis les boules. Et encore une fois, c'est pareil, je le dis plein de fois aussi, il faut pas faire des moves juste pour dire on a fait des moves, tu vois. Ça n'a aucun sens. Il faut évidemment trouver le bon joueur avec le bon salaire, etc., qui résout un problème dans l'équipe. Et visiblement, ils ne l'ont pas trouvé. Mais enfin, j'ai du mal à me dire que c'était impossible de récupérer un gars, un shooter décent à 3 points, un meneur de jeu pour finir la saison, parce qu'on sait que Lonzo va pas revenir. Enfin, ça pareil, pour le meneur de jeu, on va y revenir, il y a d'autres trucs derrière. Mais voilà, c'est quand même vraiment frustrant de ne pas avoir mis, ne serait-ce que, voilà, pas aller chercher une superstar, pas aller bouleverser l'effectif, pas tout faire péter et repartir de zéro, mais ne serait-ce que aller chercher un meneur avec un peu d'expérience pour terminer la saison, un gars capable de mettre des 3 points, tu vois, avec régularité, euh, ça aurait été quand même. Mais voilà, déjà l'an dernier, on aurait dû s'en douter quand on a vu que seul Drummond et Dragic arrivaient, même si voilà, ils prêchaient la continuité et tout ça. Mais il faut toujours revenir au point de départ, au haut de la pyramide. C'est le père Reinsdorf, c'est l'oncle Picsou. Parce que bah voilà, on va pas refaire l'histoire, on a toujours cette mission aux Bulls de ne pas payer la taxe, de ne pas dépasser le salary cap, parce que l'oncle Picsou, il veut pas dépenser une thune, quoi. Et tant qu'il sera là, ce sera comme ça changera jamais, et tu n'auras aucune chance de, de viser haut. Tu pourras jamais te dire en tant que fan, waouh, mon équipe met tous les moyens en place pour aller chercher un titre, tant que l'oncle Picsou sera là, parce que justement, lui ne met rien en place du tout pour aller chercher un titre. Donc, cette famille Ransdorf, il y en a marre, il y en a marre. Maintenant, ça fait 40 ans ils sont là. Faut que ça parte, faut que ça parte. Faut qu'ils vendent cette franchise et qu'ils dégagent. Mais c'est évidemment un vœu pieux parce que ça n'arrivera jamais. C'est beaucoup trop profitable pour eux d'être proprio d'une équipe où, même si on fait une merde pas possible, ils vont engranger une thune monumentale parce que les Bulls sont toujours parmi les équipes qui vendent le plus de maillots, qui remplissent le United Center. Il y a quelques sièges vides par-ci par-là, mais en termes de remplissage, on est toujours. Et en termes d'affluence, parce qu'on a la plus grosse salle de la ligue, on est toujours on est toujours top 3 NBA et souvent premier en plus de l'équipe qui a le plus de monde à domicile. Donc ils continuent de faire un fric monumental sur cette franchise. Donc même si on est mauvais comme tout, donc ils ont aucune raison de changer. La toute première vidéo que j'ai faite sur cette chaîne YouTube, qui a 6 ans et demi maintenant, la toute première vidéo que j'ai faite, donc septembre 2016 ou 2017, je sais même plus. Bah, après le trade de Butler, quand on a commencé le rebuild et tout le bordel, toute première vidéo que j'ai faite sur cette chaîne, je parle voilà, je refais un peu l'organigramme, je parle de Reinsdorf, du fait qu'il ne veut absolument pas payer la taxe, pas dépenser la moindre thune pour cette équipe. Et d'ailleurs, il fait la même chose avec son équipe de baseball, hein. Il a les Chicago White Sox en baseball aussi. Donc voilà, peu importe le GM qu'on a, il est sur un budget, il ne doit absolument pas le dépasser, parce que sinon, bah voilà, ça ne le fait pas. Donc, et j'avais également écrit là-dessus,
J'ai retweeté l'article hier, enfin j'ai remis un lien vers cet article hier sur Twitter. Euh, un truc que j'avais écrit pendant pendant la période où la NBA était dans la bulle avec le Covid, etc. Pour expliquer pourquoi on n'avait aucune chance de gagner un titre un de ces jours. Parce que voilà, parce que pour toutes ces raisons, parce que Reinsdorf n'en a absolument rien à carrer du basket. Je suis sûr et certain que si tu lui demandes quel est le numéro de maillot de Caruso, il n'en a pas la moindre foutue idée. Il sait même pas qui est Caruso. Donc voilà, et il n'a pas envie de dépenser la moindre thune dans cette équipe. Ça fait plus de 25 ans maintenant qu'il vit sur ah, c'est une franchise historique, Michael Jordan, tout ça, donc ça fait vendre partout dans le monde, c'est connu mondialement, c'est une des franchises les plus connues, les franchises les plus iconiques de tout sport confondu à travers le monde, et ça fait marcher la machine à billets. Même pas besoin d'être bon. D'ailleurs, tu vois, on n'est pas bon depuis combien d'années maintenant? Et ça continue d'engranger des milliards et des milliards et des milliards, et ça s'en bat les couilles. Donc, Reinsdorf, casse-toi, casse-toi, casse-toi. Mais enfin, encore une fois, je dis ça, mais je sais parfaitement que ça n'arrivera pas. Donc du coup, on n'a rien branlé à cette deadline. Et on a eu une conférence de presse d'Arturas Karnišovas derrière. Et franchement, il m'a semblé dépité. Quand je l'ai vu arriver sur enfin, devant les micros pour raconter la deadline, j'avais l'impression qu'il était vénère, qu'il était tendu, dépité de ne pas avoir pu faire de move. Peut-être aussi parce il était limité financièrement. Et ça aussi, ça va être drôle cet été quand il va falloir prolonger Vucevic, Kobe White, Ayo Dosunmu, Javonte Green, etc. Alors qu'on est déjà tout proche de dépasser le salary cap. Donc là, ça va être une mission impossible. Et là, par contre, bah, du coup, ça va bouger parce qu'il y aura forcément, on ne pourra pas re-signer tout le monde, ça c'est clair et net. Euh, mais donc voilà, Arturas Karnišovas qui se pointe et il dit qu'il y a eu des discussions à droite à gauche, mais rien qui, selon lui, allait améliorer l'équipe et donc du coup, ils ont préféré rien faire. Mais il avait l'air énervé de ne pas avoir pu faire de move. Tu vois. Je pense que s'il avait eu un peu plus de main libre en termes de budget, pouvoir dépasser le cap et tout, il aurait fait quelques trucs aussi. Mais après, c'est toujours pareil. Il ne faut pas dépenser pour dépenser. Tu as des équipes qui dépensent énormément de thunes, qui s'en battent les couilles de payer la luxury tax, etc. Genre Portland, depuis des années, mais bon, voilà, c'est pas pour autant que l'équipe tourne plus que ça. Donc c'est toujours pareil, il faut dépenser intelligemment. Et pas dépenser juste pour dire on va dépenser. Il y a toujours une limite à respecter avec tout ça. Mais enfin bref, nous, on se pose même pas ce problème-là parce que on approche de la taxe. On va certainement pas dépenser. Bref, donc Karnišovas s'était tendu. Il a défendu un petit peu le bilan de Billy Donovan, ce qui est un petit peu. Enfin bon, ouais, bref, il n'allait pas le balancer sous le bus non plus, mais enfin voilà. C'était un peu étrange quoi, parce qu'il disait ouais voilà cette année on a un peu inversé la tendance par rapport à l'an dernier parce qu'on arrive à battre les grosses équipes mais on continue de perdre contre les petites. Il dit qu'il y a plein de matchs super serrés où on était dedans jusqu'au bout et puis on n'a pas réussi à conclure donc on a progressé mais le bilan qu'on affiche donc euh, le bilan global de l'équipe en victoire et défaite ne montre pas cette progression qu'on a. Mais de quelle progression tu parles? Là, franchement, Eke, de quoi tu parles? Quelle progression? On a progressé où? Quoi? Comment? Sur les 50 et quelques premiers matchs qu'on a fait dans cette saison régulière. 55 matchs. 26-29. On a progressé où? Franchement, c'est assez ridicule. Euh, Parmi les autres sujets qu'il a évoqués, il dit qu'il est confiant pour re-signer Vucevic cet été. Ils auront plus d'infos à nous donner concernant Lonzo Ball après la coupure All-Star. Donc, enfin bon, on le sait tous depuis longtemps qu'il ne rejouera pas cette saison. Euh, et en gros, voilà, il a terminé en disant qu'il voilà, reste 28 matchs de saison régulière maintenant, qu'il faut faire confiance à ces gars-là pour aller euh, jusqu'en playoff. Et puis voilà, il va profiter de ces 28 matchs pour observer, etc., faire un bilan avant de décider des prochains moves. Donc blablabla, qui ne sert pas à grand-chose. Parce que bon, s'il n'a pas compris dans les 50 et quelques premiers matchs, c'est pas les 28 qui restent qui vont le décider. Hein. Les problèmes, ça va être les mêmes. Donc s'il les a pas vus jusqu'ici, c'est pas sur la fin de match que ça va arriver. Mais bref, ça sonnait de la manière dont il le disait. Après, on sait que c'est pas quelqu'un d'extrêmement
comment dire, démonstratif quand il parle, mais ça sonnait genre de l'auto-persuasion, quoi. Genre, ouais, bon, bah, ouais, j'ai confiance dans le fait qu'on va aller en playoff avec cette équipe, mais enfin, il avait pas l'air. Enfin, il cherchait plus à se convaincre qu'autre chose, j'ai l'impression. Enfin, moi, c'est l'impression que j'ai eue en tout cas. Et j'ai l'impression qu'il attend que l'été, que la période de transfert cet été pour en dégager quelques-uns, parce que ce sera plus facile cet été. Mais voilà. Et il y a un truc qui était invraisemblable aussi, c'est que vers la fin de cette conférence de presse, il dit par rapport aux 3 points, euh, ah, on, on n'a pas des pourcentages affreux à 3 points, mais on n'en shoot pas beaucoup. Il faudrait qu'on ait plus de volume à 3 points. Et, euh, et le soir même, le match à Brooklyn, ça a été une catastrophe absolue. Une catastrophe absolue. Euh, faut prendre plus de 3 points, on a des pourcentages qui sont pas immondes, mais faut en prendre plus, etc. 2 heures plus tard, sur le parquet de Brooklyn, les Bulls ont fait 5 sur 26 à 3 points. 5 sur 26. 0 sur 7 à la mi-temps. On a marqué notre premier 3 points du match au milieu du troisième quart-temps par Zach LaVine. Et on en a inscrit 2 paniers à 3 points dans la dernière minute du match quand c'était déjà mort et plié. Donc voilà, 5 sur 26. Pour donner une perspective, parce que voilà, il faut toujours mettre les choses dans le contexte, dans les perspectives. Joe Harris, des Nets, dans le seul deuxième quart-temps de ce match, il a fait 6 sur 6 à 3 points. C'est-à-dire qu'en une dizaine de minutes, parce que je ne crois pas qu'il ait joué l'intégralité du deuxième quart-temps, Joe Harris a mis plus de paniers à 3 points que l'ensemble des Chicago Bulls sur 48 minutes. Voilà. Mais non, faut pas aller chercher de shooter. Non, faut pas aller chercher de shooter à la free agency, ça sert à rien. Non, c'est pas grave. C'est pas grave. Okay. Et pour ce qui est de la prestation plus globale, 15 passes décisives. 15 passes décisives, mais on se fout de la gueule de qui? 15 passes décisives en 48 minutes? Non mais... Honnêtement, les Bulls... Ce match, c'était du troll. Pour moi, ce match, les joueurs, ils se sont dit... Ah, on fait pas de move pour se renforcer? Ben tiens, regarde. Catastrophique à 3 points. Catastrophique dans le jeu. Les derniers matchs ont montré de la progression en s'appuyant sur Vucevic qui donnait des bons ballons parce que c'est quand même le meilleur passeur de l'effectif. Il faut le rappeler, il faut le marteler, il faut passer par lui. Là, à Brooklyn, il n'a pas touché un ballon. Il n'a pas touché un ballon. Il a fait une passe décisive. Il a dû avoir 4 post-up à exploiter, grand max dans tout le match. C'est quoi ce délire? C'est notre meilleur joueur pour faire circuler la balle pour que le collectif soit en place parce qu'on n'a pas de meneur. On s'en sert pas. Qu'est-ce que c'est que ce délire? On a passé le match à dépendre des exploits de Zach LaVine et de DeMar DeRozan, qui lui, pour le coup, a pas passé un gros match. Zach LaVine a cartonné, 38 points, 16 sur 25 au shoot, des 3 points, des lancers, des shoots improbables qui rentrent et tout. Il était chaud, il était en feu, ok. Une passe décisive, 4 balles perdues. Donc ça a servi à quoi, Zach? On aurait dit franchement un match de 2020 ou 2019. Tu vois, quand Zach cartonnait et que on cherchait pas forcément à gagner, Zach il faisait des stats de fou furieux et les autres à côté, ils les regardaient même pas, tu vois. Sauf que là, il est plus entouré de Daniel Gafford, de Denzel Valentine, de Shaq Harrison, de Chris Dunn. Là, il est entouré de Vucevic, DeRozan, Caruso, Kobe White, etc. Bas les couilles. Bas les couilles. Il a joué avec des œillères, Zach LaVine. Il a sorti un gros match, il a rentré ses gros shoots. Mais ça n'a servi strictement à rien. Et les Bulls n'ont pas affiché la moindre cohésion collective du tout dans ce match. Chacun jouait pour sa gueule, s'en battait les couilles, il n'y avait pas de mouvement. Parce que les mecs, ils savent que Zach ne va pas faire la passe, donc ils ne cherchaient même pas à... Tu vois. Donc voilà, on ne s'est pas servi de notre gars qui fait tourner l'effectif. Le mec qui tourne à 5-6 assists pratiquement à tous les matchs depuis un mois.
Et non, donc on a préféré que Zach LaVine joue en ISO toute la soirée et fasse ses stats. Donc voilà, il a mis 38 points, c'est cool. Mais au final, bah, ça n'a servi strictement à rien. On a perdu à Brooklyn 116-106 face à des Nets à qui il manquait plein de monde. Ils ont tradé Kyrie Irving, Kevin Durant. euh, Ils ont récupéré plein de gars en retour, mais ces mecs-là n'étaient pas tous disponibles, à part ceux qui étaient du trade de Kyrie Irving, parce que c'était déjà il y a quelques jours. Spencer Dinwiddie, euh, comment il s'appelle, Dorian Finney-Smith. Donc voilà, eux ont joué, ont été d'ailleurs très bons, hein, et pourtant, Brooklyn, dans l'ensemble, n'a pas fait un match énorme. Il leur manquait plein de monde, des nouveaux joueurs, tu vois, c'était pas forcément. Voilà, ils n'ont pas brillé, ils n'ont pas cartonné. Mais ça a suffi face à nous, parce qu'on n'a absolument rien fait pour gagner ce match. Absolument rien fait pour gagner ce match. Et franchement, moi je pense que les joueurs, ils étaient dépités aussi, qu'ils s'attendaient à ce qu'il se passe quelque chose à la deadline pour, tu vois, un mec qui arrive, un bon shooter à 3 points, un meneur de jeu, etc. Pour dire, tiens, nos dirigeants font en sorte que l'équipe soit plus forte, quoi. Et non, donc je pense qu'ils ont totalement lâché. Mentalement, hier ils se sont dit, bon, bah, les dirigeants foutent rien, pourquoi nous on foutrait quelque chose. Donc voilà. Euh, Dernier truc quand même, Carly Chovas a quand même expliqué que les Bulls allaient être, en tout cas, ils allaient observer ce qui allait se passer pour les buyouts, donc les joueurs qui cassent leur contrat et deviennent libres pour signer ailleurs. Et donc hier, enfin là, dans la journée de vendredi, il y a eu cette rumeur comme quoi les Bulls seraient les favoris pour signer Russell Westbrook, si il rompt son contrat avec Utah, vu qu'il était tradé des Lakers au Jazz. Il y a d'autres rumeurs qui disent que le GM manager, enfin le GM, pas le GM manager, le GM du Jazz a discuté avec Westbrook et c'est pas gravé dans le marbre qu'il va partir. Ils peuvent éventuellement trouver un terrain d'entente et rester jusqu'à la fin de saison. Mais on serait les favoris pour le récupérer s'il décide de partir d'Utah. Euh, j'ai rien contre Westbrook, l'homme, j'ai rien contre Westbrook, le joueur, plus que ça. Mais est-ce que c'est véritablement le gars qui va nous faire passer à un cap? C'est déjà pas lui qui va améliorer notre adresse à 3 points, ça c'est clair et net. C'est un bon meneur de jeu, mais est-ce que c'est véritablement un créateur? C'est quand même plus un mec qui. Enfin, ouais, je sais pas. Personnellement, je préférais qu'on aille chercher un John Wall. Plus créateur dans l'âme, plus meneur pur et un peu meilleur shooter quand même à 3 points. Même si c'est pas non plus une spécialité pour lui, mais c'est quand même un poil plus solide quand même. Et je pense qu'en termes de création pour les autres, en termes de mettre des trucs en place, etc. euh, Perso, je penche un peu plus John Wall. Après, si Russell Westbrook arrive, il va apporter. Voilà, c'est quand même un mec qui a la hargne, qui a en plus des choses à prouver. Euh, on sait que c'est un battant et on a besoin de battants aussi. Parce que là, tu vois bien que les mecs, ils sont au fond du trou. Et puis, bah, c'est quand même un ancien MVP. C'est quand même. Voilà, c'est pas non plus. C'est pas Pimpin qui arrive, quoi, si Westbrook y signe. Donc, ce serait pas n'importe quoi. Le fit dans l'équipe me paraît pas fou quand même. Mais bon, s'il vient pour 2 mois en disant oh, je vais vous secouer un peu et puis on va tout faire pour aller en playoff, ma foi, ma foi. Pourquoi pas? On va voir. On va surveiller ce qu'on est, ce qu'on va faire, si on est capable de faire venir Westbrook avec les buyouts et si ça vous coûte. De toute façon, s'il vient, il faudra qu'on libère une place parce que notre effectif est au complet. Donc voilà, peut-être couper Tony Bradley, par exemple, vu qu'on s'en sert absolument pas. À voir, à voir. Mais bon, d'ici là, il peut encore se passer des choses. Ce qui va se passer, ce qui est sûr, c'est qu'on joue à Cleveland ce soir. Cleveland qui est en back-to-back avec voyage, donc comme quoi ça n'arrive pas qu'à nous. Ils jouaient à New Orleans cette nuit, et là c'est à Cleveland, alors que les Bulls sont à Cleveland depuis vendredi matin, donc après le match à Brooklyn. Donc eux, en plus, ils avaient journée de repos, donc on l'espère que ça se verra sur le parquet. Ils sont plus reposés que les Cavs qui jouaient donc à New Orleans.
Ensuite, on est à Chicago pour recevoir Orlando lundi. On va à Indiana mercredi et on reçoit Milwaukee jeudi. Dernier match avant la coupure All-Star. Voilà, il reste 4 là, avec un peu de repos derrière. Donc on va surveiller ce qui va se passer. Mais là, franchement, avec ce jeudi absolument dégueulasse qu'on a vécu, deadline catastrophique, Karnichova en conférence de presse qui semble totalement dégoûté. Et le match derrière où on a fait une parodie de basket, on n'a absolument pas cherché à gagner ce match, on n'a fait aucun truc collectif, on a été encore dégueulasse à 3 points, mais c'est pas la peine d'aller chercher des shooters à 3 points. Que dire, franchement, c'est ridicule. On a l'habitude, on est résigné, on est fan des Bulls depuis longtemps, on le sait qu'on est voué à l'échec, hein, mais c'est relou, donc voilà, maintenant, ben, voilà, on va observer les prochains matchs, hein, vu que Karnišovas aussi va observer les 27 matchs qui restent maintenant et faire le bilan et agir en fonction cet été. Bah, écoute, on va faire pareil, on va observer ce qui reste à observer, voir les mêmes conneries, les mêmes erreurs qui sont toujours pas améliorées jusqu'à la fin de saison, et puis enfin, on fera avec, qu'est-ce qu'on fasse, on n'a pas d'autre choix, hein. Donc voilà, prochaine vidéo, je sais pas, peut-être après Cleveland, peut-être après Orlando, on verra. Ou si Westbrook arrive via un buyout, on verra bien. Après tout, hein, on sait jamais. Mais bref, donc d'ici là, bah, portez-vous mieux que les Bulls, c'est tout ce que je peux vous souhaiter, parce que bah, les Bulls là, c'est quand même pas chouette. Donc voilà, portez-vous bien et on se retrouve très très bientôt. Ciao, Bulls.